voilà, je suis avec Gérard Chaliand à la convention du CRIF 2017. J'ai déjà interviewé son ex-femme, donc effectivement, madame. Et justement, on va rebondir là-dessus. Vous avez assisté à la réunion sur l'Iran. Quelles sont vos observations par rapport à ce qui a été dit? Alors, d'une façon générale, Vous avez suivi le point de vue de M. Moïsi ou de M. Meyer Habib? je pense qu'il faut être raisonnable, qu'un État gesticule, ça le concerne, mais que des observateurs commencent à s'imaginer qu'il y a une véritable menace en ce qui concerne la sécurité d'Israël. Je trouve ça très franchement démesuré. Ah oui, d'accord. Dans la pratique, je trouve que les Iraniens, d'une façon générale, se sont essentiellement occupés de contrer les djihadistes d'une part et les sunnites les plus extrêmes comme les wahhabistes, et qu'ils ont suffisamment, comment dirais-je, de travail à se débrouiller avec M. Salman de l'Arabie Saoudite pour ne pas titiller un État israélien qui dispose du nucléaire. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, le niveau de Moïse a été mesuré. Ah oui. Lui, il aggrave la situation. Enfin, il considère que... Certains aggravent la situation. Il faut faire monter la tension. Enfin, il ne faut pas confondre une analyse rigoureuse avec, si vous voulez, le côté propagandaire. Oui, les prophètes de malheur croient toujours avoir raison. Voilà, moi je ne m'intéresse pas à la propagande, ou alors uniquement comme observateur froid. Je m'occupe des Kurdes. Oui. Et en ce qui concerne les Kurdes, ils ont fait une erreur considérable en s'imaginant qu'ils pouvaient obtenir sans problème un référendum. Mais l'État, il n'en était pas question. Enfin, ils pensaient avoir un référendum sans problème qui aurait, comment dirais-je, justifié, légitimé Massoud Barzani, qui depuis 3 ans effectivement n'a pas de mandat, et d'autre part qui aurait permis aux Kurdes de discuter avec l'État et ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait. Et l'État irakien, comme n'importe quel autre État au monde, ne pouvait pas admettre qu'il y ait une discussion sur un référendum concernant des territoires qu'elle estime qu'elle contrôlait il y a 3 ans, qui étaient à elle, qui officiellement sont à elle. Comme le cas de la Catalogne récemment. Comme le cas de la Catalogne. Donc personne ne pouvait accepter cette chose-là, il ne fallait pas l'engager. Le seul personnage parmi les Kurdes d'Irak qui a eu la lucidité de dire c'est une erreur de tenter ce référendum dans les conditions actuelles, c'est-à-dire quand on est soutenu par personne et au contraire, comment dirais-je, déconseillé par tous. C'est Nechirvan Barzani, le Premier ministre, qui a été reçu il y a peu de temps par le président de la République française, M. Macron. Alors revenons-en à votre ouvrage avec le titre assez humoristique, Gérard Chaliand, Pourquoi perd-on la guerre? Donc, et vous dites que c'est surtout dans cette région-là qu'on a le plus de risque de se planter, c'est ça? On s'est déjà planté. Je veux dire qu'en réalité, depuis la guerre du Vietnam, à l'exception de la courte guerre de 1991, nous sommes les États-Unis et leurs alliés ont à peu près perdu toutes les guerres. L'Afghanistan, c'est un échec. La meilleure preuve, c'est qu'il y a 2 mois, le président de la République des États-Unis a dit on va retirer nos troupes. Et ces généraux se sont empressés de dire Monsieur le Président, si nous retirons les troupes, les talibans seront très bientôt à Kaboul. Il a dit qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut ajouter du monde. Est-ce que ça va nous permettre de gagner? Non, ça va nous permettre de ne pas leur permettre de gagner. En ce qui concerne l'Irak, l'Irak a été investi en 2003 comme une guerre de choix. À mon avis, à une époque où les néoconservateurs estimaient qu'ils étaient omnipotents, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, puisqu'en fin de compte, l'Union soviétique avait disparu, il n'y avait plus de rival, ni numéro 2, 3, 4, 5. La Chine, en 2003, n'était pas encore le numéro 2 du monde. Donc, ils croyaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, là où ils voulaient, et ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas les conditions locales. L'homme qu'ils ont envoyé, M. Paul Bremer, ne connaissait rien à la situation concrète. Eh bien, c'est comme ça. On ne peut
revient à la situation concrète, on commet des erreurs, on a des troupes qui, d'une façon générale, ne restent pas longtemps. Le colonel de marine avait parfaitement dit sur la guerre du Vietnam, nous n'avons pas fait la guerre pendant 8 ans, nous avons fait 8 fois la guerre 1 an. Jadis, pourquoi est-ce qu'on gagnait? On gagnait pendant les guerres coloniales parce que nous avions des troupes qui restaient sur place longuement. Quand on envoyait par exemple un officier britannique en Inde, il restait 10 ans. 10 ans, même si vous jouez au polo avec vos copains, vous savez où vous êtes, vous savez qui est qui. Aujourd'hui, nos troupes spéciales, elles font des rotations de 4 mois. Ça vous permet de faire quelques cours rapides pour vous expliquer où vous êtes, des erreurs à ne pas faire. Nous ne sommes pas dans les conditions qui permettent de gagner à part méconnaissance des situations concrètes localement. Deuxièmement, parce que les opinions publiques, contrairement à autrefois, ne supportent plus les faits. Voilà. Exemple, nous avons perdu 8 hommes à Ouzbin, près de Kaboul, en 2008. M. Sarkozy est allé rendre hommage aux victimes en disant ils ont été victimes de l'embuscade. Est-ce qu'on aurait imaginé 50 ans avant Charles de Gaulle se rendant en Algérie? Est-ce qu'on aurait perdu 8 hommes? C'est absurde. Le monde a changé, il faut se regarder. On considère les soldats comme des citoyens comme les autres, alors qu'en réalité, ils s'exposent. C'est leur métier. Acte d'une modification sociale de la stratégie qui fait que nous n'avons plus les moyens d'autrefois et qu'il faut travailler à partir de ça. Alors finalement, le Daesh aussi a perdu la guerre quelque part. Le Daesh a perdu la guerre parce qu'il a eu le tort de territorialiser. Quand on est une guérilla, on ne territorialise pas. Territorialiser, ça veut dire je tiens un territoire. C'est original. On peut tenir un territoire contre l'aviation étrangère, contre les tanks étrangers. Non. Le Viet Minh ou le Viet Cong, il régnait la nuit. Le jour, il n'attendait pas contrôler le pays. Il faisait ça de nuit, en catimini. Bon. Alors, lui, il a fait un coup de poker. Il s'est imaginé que sous prétexte que Mossoul était tombé avec aisance, il pouvait se proclamer calife, il pouvait dire la frontière n'existe plus, puisque je passe impunément de la Syrie à l'Irak et vice-versa. Et ben maintenant, il a découvert que cette frontière continue d'exister. Il a découvert qu'il ne territorialise plus rien du tout. Ses troupes se sont admirablement battues, chapeau, mais en fin de compte, il a été vaincu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit coup aux Philippines, il fait un petit coup dans le Sinaï, demain il en fera un en Libye, après-demain il en fera un en Afghanistan. En fin de compte, il a perdu. Par contre, l'idéologie djihadiste, elle, continue de se développer. Elle mobilise, elle motive. Alors est-ce que c'est une nouvelle forme de guerre? Est-ce que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre, pour rebondir sur le terme terrorisme que vous avez utilisé? Quelle est la guerre de demain, la guerre réussie? C'est quoi la guerre réussie? Le terrorisme, il est très largement surestimé. Voilà. C'est la technique du plus pauvre de tous les irréguliers. La guerre de guérilla, c'est du sérieux. Le terrorisme, c'est encore moins que de la guerre de guérilla, dont on n'utilise que le terrorisme. Grosso modo, on connaît très peu d'exemples de terrorisme ayant mené à quoi que ce soit, sauf s'il y a un appui, comment dirais-je, national complet. Et dans la pratique, je dirais que c'est nous, occidentaux, qui faisons le travail de mobilisation, de tam-tam de ces gens-là. On n'a pas à relayer, comme certaines de nos télévisions, 5 fois par jour, un attentat qui est commis. Tout ce que nous réussissons à faire, c'est à inquiéter nos populations. Nous faisons le travail de l'autre, car le terrorisme, c'est essentiellement de l'action psychologique. Raymond Aron avait très justement dit, le terrorisme, c'est essentiellement une action violente dont les effets psychologiques dépassent de très loin les conséquences physiques. Donc si vous voulez, c'est nous qui avons tort de faire de la publicité à ces braves gens. Quand il y a un attentat, on dit il y a eu un attentat, il y a eu tant de morts, et puis on s'arrête là. On ne fait pas 15 jours autour avec les fleurs, les bougies, les mamans, les papas et tout ça. Donc dans les deux cas, il ne faut pas exagérer quand il y a des pertes militaires, il ne faut pas exagérer quand il y a un attentat. Il fait partie des... C'est à perdre ses profits, quoi. Alors en somme, nous pouvons dire, nous avons des télévisions qui vendent de l'angoisse et dont l'angoisse est en fin de compte le gagne-pain. Alors,
Prenons un exemple, Monsieur Chalian, les guerres israélo-arabes. Qui a gagné, qui n'a pas gagné? Est-ce que les Arabes ont gagné dans leur conflit depuis 70 ans avec Israël? Parce que vous, votre critère, c'est qu'est-ce que c'est qu'une guerre qui est gagnée? Parce que finalement, pourquoi perd-on la guerre? Encore faudrait définir quand est-ce qu'on a perdu la guerre, quand est-ce qu'on a gagné. C'est l'appréciation. Vous dites on n'a pas gagné, donc finalement c'est déjà un jugement. Il faut déjà déterminer les critères qui permettent de déterminer si quelqu'un a gagné ou pas une guerre. Nous n'avons pas gagné en Irak, nous n'avons pas gagné en Libye, nous n'avons pas gagné en Afghanistan. Ça, c'est quelque chose de concret. Oui. Par contre, les Israéliens ont gagné. Ah. Les Israéliens ont gagné haut la main, c'est-à-dire qu'ils ont gagné d'abord en 1949 en établissant un État malgré l'opposition de 4 États arabes. Oui. Deuxièmement, ils ont gagné la guerre en 67 de façon écrasante, un fait. Et depuis, voilà, c'est un État disposant du nucléaire, c'est-à-dire qu'il est sanctuarisé. C'est pourquoi il n'y a pas d'histoire avec l'Iran, c'est-à-dire qu'il faut être stupide pour estimer qu'il y a une inquiétude à avoir à cause de l'Iran. Quand on est un État nucléaire, on ne craint personne, dans la mesure où on a une supériorité absolue. Donc oui, les États arabes ont perdu. De toute façon, la paix avec l'Égypte, c'était enlevé de la coalition possible des États arabes, le plus nombreux, le plus important, militairement celui qui comptait le plus. Les autres étaient réduits à peu de choses. Aujourd'hui, l'Irak, c'est rien. La Syrie, c'est rien. La Jordanie n'est pas à craindre. Voilà, le bilan est très rapidement fait. D'accord. Et donc, quand vous dites un nouvel axe occidental, c'est ironique ou c'est ça veut dire quoi un nouvel art occidental? On a l'art de perdre les guerres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut envisager une nouvelle idée de la guerre? Il faut, comment dirais-je, c'est peut-être ironique, mais là c'est un constat. C'est-à-dire que nous avons engagé une série de guerres que nous n'étions pas certains de gagner, même si au démarrage, on a gagné la première bataille. Oui, celle de l'Irak en 90. Ce qui compte dans une guerre, c'est quel est le type de paix à laquelle cette guerre mène. C'est ce qu'on appelle une paix fertile, une paix favorable. Il n'y a aucun endroit où on a eu une paix favorable. Ni en Libye, ni pour l'instant au Mali, ni en Irak, ni en... Alors, prenons un autre exemple, plus ancien, pour appliquer un peu votre démarche. Prenons le conflit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que Hitler a gagné la guerre ou est-ce qu'il s'est bien pris pour faire ce qu'il a voulu faire Est-ce qu'il a réussi? C'est bien qu'il a perdu la guerre. Oui, mais enfin, au début, alors il y a toujours un moment, on peut toujours dire qu'à la fin on perd, mais enfin, pendant un certain temps, il a quand même gagné. C'est toujours la fin qui détermine. Ce qui compte, c'est, dans une action, c'est son résultat. Parce qu'on peut dire aussi que Napoléon a perdu ses guerres à ce moment-là, pendant qu'on y est. Napoléon, il a perdu sa guerre finale au terme d'une longue épopée où il a gagné énormément de batailles. Voilà, c'est ça. Enfin, en ce qui concerne Hitler, il a mené une expédition triomphante pour l'année 41, et à partir de 42, il a commencé avec Stalingrad à faire un recul en très bon ordre, qui est la preuve que la Wehrmacht était une très bonne armée. Enfin, il marchait vers le désastre et il était complètement dépassé par l'industrie américaine, la puissance en hommes des soviétiques, etc. Voilà. Et comment se alors, vous connaissez la fameuse formule civis pacem parabellum, c'est-à-dire comment fait-on pour éviter la guerre alors? Comme les Suisses, c'est-à-dire qu'il faut avoir les citoyens décider à défendre leur neutralité ou leur souveraineté. Quand Adolf Hitler a suggéré à ses généraux peut-être que nous pourrions annexer la partie germanophone de la Suisse, ces généraux lui ont dit au Führer, ces gens-là sont très bien organisés, ça va être très coûteux. Voilà, il faut que ce soit très coûteux et que les gens se disent c'est pas la peine, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre parapluie.